Ok, c'est Voilà, bon. c'est bon. Bon, de toute façon, je vais le lancer. Je lance l'enregistrement, comme de toute façon, il reste 5 minutes, et puis voilà. Non, oui, c'est en ce moment, la répression des fraudes a eu comment dire, des demandes de vérification spécifiques sur nos professions. Voilà, il faut le savoir. Ouais, en même temps, tu sais, je comprends hein, parce que moi j'ai reçu un client qui est tombé dans les pattes de quelqu'un. Oui, oui, Tu te dis, bah, je comprends qu'ils aient envie de vérifier. Après, il va falloir faire qu'on soit vigilant pour qu'ils jettent pas bébé avec l'eau du bain, quoi. c'est ça. C'est pour ça qu'il faut être, enfin, selon moi, et chacun choisit ce qu'il veut faire. Moi, mon rôle ici, c'est simplement de donner des informations. J'ai aucun jugement sur ce que chacun veut mettre ou ne pas mettre en ligne. Et c'est ça, après, c'est chacun sa décision. Mais le plus irréprochable on est en niveau mention légale, conditions générales de vente et puis RGPD, le plus on s'en rapproche, le moins on aura de problèmes à titre personnel, hein. Donc voilà, mon but, c'est juste donner des informations. C'est pas. Après, moi, ce que je pense, c'est, enfin, mon point de vue à moi, pour l'avoir vécu, je pense que si on... Alors, certes, c'est un peu casse-pied parce qu'il y a du boulot et qu'il faut prendre le temps de bien tout vérifier, etc., etc. En revanche, quand tu te fais contrôler, enfin nous on s'est fait contrôler du coup au niveau du cabinet partagé, et ben ceux qui se sont fait taper sur les doigts et certains, il y en a deux qui se sont fait taper fortement sur les doigts, bah t'es pas bien quoi, parce que ça veut dire que il y en a une, elle est pour l'instant obligée d'arrêter son activité le temps qu'elle se mette aux normes. Enfin, en règle avec un certain nombre de choses. Moi, c'est vrai que j'ai eu juste une lettre en disant qu'il n'y avait rien à signaler, ni sur mon site, ni sur machin, ni sur truc, que j'étais parfaitement en règle et que paf, ça s'est arrêté là, quoi. Mhm. Donc oui, c'est un peu de boulot au départ, mais au moins après, même quand il t'envoie la lettre pour te dire vous allez être contrôlé, bah moi, j'avais pas tellement d'inquiétude, hein. Je me suis dit, bon, Mhm. éventuellement, il y aura peut-être quelques petits détails qui vont me faire changer sur mon site, mais ils n'ont trouvé aucun terme qui les gênait. La seule chose sur laquelle ils ont tiqué fortement, c'est sur les diplômes de shiatsu qui viennent de l'EST. Parce qu'ils sont estampillés diplôme Ah, catastrophe. et ils étaient vraiment pas contents parce que on n'a pas le droit. Ni diplôme, ni certificat. Voilà, sauf que mon truc, il est Oui, marqué oui, ben diplôme, donc oui, mais c'est pas j'y étais toi. pour rien. Mais Après, voilà, toi, mais par toi, tu contre, es ils pour ont, rien. ils ont Hmm. fortement tiqué. Hmm. Ça leur a pas plu. Non. Mais ça, après, c'est les écoles qui doivent se mettre en, Oui, règle, quoi. absolument. Après, c'est à se retourner vers les écoles, hein. Exactement. Bah, moi, ils ont noté, du coup, les écoles où j'ai fait mes études et après, ils ont dit, bon, bah, voilà, effectivement, le ST, on a déjà quelques cas, donc, ben, Bonsoir tout le monde. Quel est Bonsoir. l'argument, quel est l'argument qui consiste à dire que diplôme ainsi que certificat Alors, n'est un pas utilisable dans diplôme, notre le, profession? le diplôme, c'est quelque chose qui est délivré par l'État sur des formations reconnues par l'État. Diplôme du baccalauréat, diplôme universitaire, voilà. Donc diplôme, c'est uniquement les formations État. Certificat, c'est certification professionnelle. Donc certificat de formation, ça veut dire RNCP, RS, titre professionnel, etc. Donc c'est un label qui est D'accord. dangereux, je dirais simplement. Mais encore une fois, c'est pas toi qui délivre le certificat, c'est une école qui te le délivre. Donc, ils vont jamais t'embêter toi parce que tu as un bout de papier qui te dit que c'est un certificat. Par contre, l'école qui te l'a délivré peut avoir des problèmes si ils sont contrôlés. Et puis, c'est toujours pareil. Les mises en demeure de la répression des fraudes sont toujours très menaçantes. C'est-à-dire qu'on te dit, vous avez oublié telle chose ou telle chose,
où vous avez utilisé tel mot, c'est passible de 150 000 euros d'amende et de 3 ans d'emprisonnement. Voilà, c'est fait toujours dans une idée du bâton, hein. Bon, il faut savoir prendre un certain recul parce que on te dit ensuite que tu as 15 jours pour changer tel terme ou ajouter tel document. Bon, c'est juste très stressant parce que tu reçois des lettres recommandées, parce que le ton avec lequel on te parle est relativement, quand tu as un truc qui va pas, qui est un ton qui est relativement agressif, mais ça fait partie du jeu du chat et de la souris, si tu veux. Il faut arriver à sortir du stress généré. D'accord. Heu, moi, pour l'instant, j'ai pas de site internet, j'ai qu'une fiche Google Business, mais par contre, mes diplômes, ils sont affichés dans mon cabinet. C'est Alors, pas entre grave, hein. faut que ça soit C'est pas toi qui les a ouais, émis, d'accord, d'accord? Donc, eux, ça les ferait peut-être tiquer, mais c'est pas toi qui les as créés. Donc, à partir de là, c'est pas toi qui es en tort. Donc, tu peux laisser tes diplômes. d'accord, donc Et c'est si je même comprends bien, conseillé. donc l'interdiction, l'interdit, ce serait qu'une école délivre ce document mal formulé. L'interdit ne consiste pas à celui qui le possède de Non, absolument le pas. montrer. Non. Non, D'accord, au OK. contraire, c'est même recommandé que tu affiches tes diplômes, hein, Oui, et oui. ils Ils apprécient demandent. de voir que t'es pas un hurluberlu qui t'est formé en lisant 3 livres. Non, non, ça, on va y revenir un peu plus D'accord. tard. Ben, bonjour à tout le monde qui vient et qui arrive, Bonjour. parce que je crois que à l'allemande, il est 31. Voilà, alors juste du coup, parce que pour faire le truc, donc Sarah, je sais pas qui est ton nom, du coup, quel est ton nom? Je sais pas si tu m'entends, Sarah. Eric, c'est pareil. Éric Sébastien. Charon. Eric Charon, parfait. Merci. Si vous pouvez après changer sur Zoom et mettre votre nom de famille, ce sera plus facile pour moi après pour faire Ouais, il faudra simplement que tu l'émargement parce m'indiques que je le la fais manip. après. Hein? Ah, Il faudra simplement que tu m'indiques la manip parce que j'ai essayé, j'ai pas réussi. D'accord, ça marche. Je ferai un petit mail à ce sujet. Parce que ça me permet de, d'aller plus vite. comme je vais faire l'émargement après coup, parce que je vais pas rester jusqu'au bout, du coup, ça me permettra de savoir qui est là. Mmh. Donc, Sarah, je sais pas si tu m'entends. Non, bon. Sinon, Sarah, tu peux donner ton nom par le chat si jamais tu Oui. ne veux pas parler. Alors, j'ai Karine aussi, pareil. Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas si on Oui, m'entend. Oui. Oui, Donc c'est Marcillac. Bonsoir. Martillac. Bonsoir. Pareil, si tu peux changer sur ton Ah, Zoom j'ai déjà direct, galéré à me connecter, mais je ferai. ça marche. Bon, je vous enverrai un petit mail. C'est juste que du coup, pour les sessions de Jean-Marc, moi, je ne serai pas forcément là. Du coup, ça me permettra de faire qu'il ne s'occupe pas de l'émargement et que moi, je puisse le faire après coup. parce qu'après, on peut récupérer a posteriori le fichier des gens qui sont connectés. Et Voilà. ils sont connectés avec le nom qui s'affiche. Donc, si c'est qu'un prénom ou un pseudo, c'est difficile de savoir qui est qui. Bah, par exemple, Benoît, j'en ai plusieurs. Dans ma Eh vie, ouais. j'ai plusieurs Benoît. Donc, lequel est-ce? Ah zut, Là, je te vois, alors je sais qui c'est. je Mais suis pas Véronique, unique c'est alors, zut pareil. alors. Ah, d'accord. Mais après coup, je ne saurais pas quelle Véronique c'est, quel Benoît c'est. Bon, on regardera ça. OK. Bon, j'enverrai un petit mail. Bon, en tout cas, bonne réunion. Merci. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc, l'idée de ces 4 sessions, c'est, moi, outre être praticien de shiatsu et enseignant de shiatsu, comme vous le savez, j'ai, dans une autre vie, un 3e cycle universitaire de gestion des entreprises en termes de finance et de droit des entreprises. Il y a très longtemps, je vous l'accorde. Et puis, bah, j'ai dirigé aussi dans une autre vie une entreprise où je gérais l'aspect financier, marketing et l'aspect juridique, hein. Et du coup, je suis un peu plus sensible et je fais un petit peu plus de veille juridique pour savoir ce qui se passe. Et puis, surtout à la base, c'était pour que moi, ma communication soit soignée en termes de qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui n'est pas obligatoire, sur quoi il faut faire attention. Et donc, l'objet de ces 4 rencontres de 1 heure et demie,
c'est de vous donner des informations. Alors moi, je vous donne des informations, vous en faites strictement ce que vous voulez. Moi, je n'ai absolument pas de jugement sur je vais changer mon site pour mettre des mentions ou je ne vais pas le faire parce que ça ne me plaît pas de le faire. J'ai aucun jugement là-dessus. Je vous donne juste les informations auxquelles, bien sûr, l'idée, c'est de répondre à vos questions et puis d'essayer d'y répondre le mieux possible et de manière le plus pragmatique. Je ne suis pas conseiller juridique ou avocat. Je suis juste dans le pragmatisme de l'actualité. Alors, avant de commencer, c'est que l'actualité, c'est la délégation et de la répression des fraudes, département par département, a été invitée par l'État via le ministère de M. Darmanin, d'ailleurs, à faire des contrôles sur la conformité des sites Internet des professions de, on va dire, médecine complémentaire ou parallèle. Voilà, donc il y a une injonction. Alors, selon les départements, ben, il y a certains départements qui font du zèle, on a d'autres qui ne font pas beaucoup de zèle. Puis il y a des départements où il y a tellement de professionnels que ça va prendre beaucoup de temps. Donc, je ne peux pas vous dire que vous allez être contrôlé ou pas contrôlé. Mais là, on reçoit à l'Union bah, des témoignages de confrères, consoeurs qui sont contrôlés. Et puis, c'est très stressant. C'est très menaçant la plupart du temps, comme je le disais tout à l'heure. Et l'idée de ces 4 sessions, c'est de vous donner le maximum d'informations pour que si jamais vous êtes contrôlé, on vous dise, ben, il n'y a rien à dire. Voilà. Après, c'est vous, encore une fois, qui décidez, bien sûr. Euh, Sachez que on vous prévient que vous allez être contrôlé en général, hein. Et puis, c'est fait à distance pour vos sites Internet. On vous donne sur quel type d'ordinateur est fait le contrôle. Enfin, c'est très, très administratif, hein, Et puis, on contrôle un certain nombre de choses. Alors, il y a 4 sessions, ou 3, on verra, hein, si jamais j'ai fini en 3, voilà. Mais je pense qu'il y aura assez de questions et réponses pour tenir sur 4. Aujourd'hui, c'est, si vous le voulez bien, uniquement les mentions obligatoires sur un site. Voilà, obligatoire. Vous avez un site informatif destiné à des futurs clients. Donc, c'est un site commercial. Et à partir du moment où c'est un site commercial, vous devez respecter des mentions obligatoires. Sachez que nous sommes en France. Donc, il y a beaucoup de mentions que vous pouvez trouver ridicules et inutiles, mais on vous les demande. Puis en plus, maintenant, enfin, ça fait un moment quand même, il y a l'Europe, et que l'Europe demande des mentions qui font doublon avec les mentions nationales. Donc, bah, il faut les rajouter. C'est juste une phrase à rajouter pour échapper à beaucoup de stress. Donc, aujourd'hui, c'est les mentions obligatoires et les questions que vous pouvez avoir. La fois d'après, en avril, je ne sais plus quand, je crois que c'est le 10 avril, on va travailler, si vous le voulez bien, sur vos textes. Alors, encore une fois, je vais juste vous dire, ben, attention, tel terme c'est dangereux, tel terme c'est dangereux. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que vous devez absolument le faire. Si vous voulez garder votre texte, vous gardez votre texte, mais en tout cas, vous savez qu'il y a un risque. Voilà, c'est tout. Donc, celle d'avril, oui, il y aura du replay aussi pour celle d'avril. Ça sera un conseil sur les textes, puis on commencera à travailler sur les conditions générales de vente, parce que dans tous les sites commerciaux, B2C, Business to Customers, donc professionnels euh, vers consommateurs, les conditions générales de vente sont obligatoires sur vos sites. Et ça demande un peu de travail parce que vous ne pouvez pas faire des conditions générales de vente type. Vous pouvez partir d'un modèle, mais il va falloir les adapter à
Ce que vous faites, vous, par rapport à vos tarifs, par rapport à est-ce que vous vendez des bons cadeaux, est-ce que vous vendez pas des bons cadeaux? Parce que si vous faites des bons cadeaux, ça veut dire que vous faites une vente à distance pour laquelle vous allez être payé avant. Donc, il y a un droit de rétractation dans ce cas-là. Donc, il faut en parler dans les conditions générales de vente. C'est tout un bazar. Moi, je vous conseille de prendre ça comme un jeu, parce que sinon, vous pleurez tout le temps. Donc, non, c'est un jeu. Et puis, en fait, je me suis rendu compte, moi, en faisant mes conditions générales de vente, que ça me permettait aussi d'être beaucoup plus précis dans ma tête sur des choses que je laissais plus ou moins flotter sans les mettre dans un cadre plus précis. Donc, dans les conditions générales de vente, on verra ce qui est obligatoire. Et à partir de là, il faudra travailler sur les vôtres en sachant que oui, vous pouvez aller. Je fais absolument pas de la pub pour mon site internet, hein, je n'en ai rien à faire. Mais j'ai des conditions générales de vente sur mon site. Si vous voulez aller, si vous voulez aller les télécharger en PDF, puis partir d'un modèle, je ne vais pas vous dire de ne pas le faire. Mais vous ne pourrez pas faire du copier-coller des miennes vers les vôtres. Il faudra que vous les adaptiez pour qu'elles collent à votre réalité à vous. D'accord? Ça sera donc pour le avril. 10 avril, le 30 avril, on finira, si on n'a pas fini, les conditions générales de vente. Et puis, on parlera d'un chapitre fort amusant qui est maintenant obligatoire. C'est le règlement RGPD, donc la confidentialité des données, qui est un truc absolument inapplicable pour nous, mais vous devez montrer que vous en tenez compte et que vous essayez de vous rapprocher d'un idéal que vous n'atteindrez jamais. Faut que les choses soient claires, hein, parce que c'est fait pour des entreprises qui ont des services qui gèrent le RGPD. Vous êtes multiservice, thérapeute, vendeur, voilà. Donc, on verra de qu'est-ce qui est vraiment obligatoire et qu'est-ce que vous devez mettre dans vos conditions RGPD, donc de protection des données. Là aussi, je pense que et Laurence sur son site internet, puisqu'elle a été contrôlée, et moi sur le mien, ben, il y a forcément, vous pouvez aller télécharger puis voir de quoi il s'agit, mais enfin, c'est mieux qu'on en parle directement. Et puis le mercredi 15 mai, ben, on fera tout ce qui n'aura pas été fait, puis on fera on fera des questions-réponses et de la pratique, si vous voulez. La pratique, c'est, par exemple, on a une consoeur dont je tairai le nom encore aujourd'hui, qui a été contrôlée le mois dernier, qui m'a dit qu'elle acceptait qu'on donne son site en exemple pour voir ben, comment est son site après contrôle. C'est pour éviter de toujours me mettre en avant moi, hein. Donc, je lui redemanderai si elle veut bien, puis elle va essayer d'être présente. Donc, elle vous parlera de, du stress qu'elle a vécu. Et puis, bon, c'est fini. Elle est en règle et tout, mais bon, c'est un peu stressant. Voilà, en gros, c'est ça le programme. Ça va pour l'instant? J'ai une Bon. question, Jean-Marc. Oui, oui, vas-y. Là, on parle de site internet. Oui, mais ta fiche, c'est pareil. D'accord, ok, tu as répondu. Ta fiche, c'est pareil parce que c'est une fiche Google, puis elle s'adresse à des clients potentiels. Donc, théoriquement, bon, alors après ta fiche Google, je crois que c'est difficile de mettre des conditions générales de vente, etc. dessus, mais il faudrait que je me penche un peu plus sur la question. Je vais aller regarder ce qui est dit et je vais te répondre plus personnellement. Oui, parce que tu as des zones de texte super limitées, hein, Oui, 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 oui. Je pense que c'est pas un problème, mais je vais quand même regarder parce que tu sais, il y a des zones de grises où Google va dire c'est pas mon problème, puis toi tu vas dire bah, c'est le problème de Google. Donc je vais aller voir cette semaine puis je vais te répondre. Merci. Je suis aussi intéressée par cette histoire de fiche Google My Business parce que Oui, bien sûr, j'ai pas de site, mais j'ai une fiche Google bien My sûr, Business aussi. Ouais. bien sûr. Donc de toute façon je vais donner la réponse à tout le monde. D'accord, merci. Merci beaucoup. Et les réseaux sociaux? Ah bah Facebook. alors les réseaux sociaux. Euh,
théoriquement, le réseau social n'est pas un vecteur de vente direct. C'est-à-dire que, alors, sauf exception, c'est-à-dire que vous avez une page Facebook ou Instagram où vous mettez des posts, c'est pas un site de vente business to customer, B2C, hein. Néanmoins, vous pourriez vous assurer de mettre les conditions générales de vente. Une fois que vous les avez faites, hein, vous pouvez très bien les intégrer dans votre page Facebook, en tout cas, hein. Ça, c'est sûr. Instagram, c'est un petit peu plus compliqué, mais de toute façon, comme votre compte Instagram est lié à votre compte Facebook, ou en tout cas, vous pouvez les lier les deux, vous pouvez, ça, c'est pas un grand travail de coller vos conditions générales de vente directement sur votre page Facebook. Par contre, le RGPD sur Facebook ou Instagram, ça n'a pas de raison d'être. C'est-à-dire que vous ne récoltez pas des données. Tandis que sur votre site Internet, pour ceux qui en ont, celles qui en ont, vous avez très souvent une fiche de renseignement que le client peut remplir. À partir de là, ça veut dire que vous récoltez des données. Donc, si vous récoltez les données, ben, vous devez expliquer comment vous assurez l'acceptation, parce qu'il faut que l'acceptation du visiteur soit matérialisée, hein, au terme de cookies, par exemple, on en parlera, ou il faut que vous expliquiez à la personne comment ces données personnelles vont être gérées, qui les gère, quelle est l'adresse de votre hébergeur, est-ce que votre hébergeur est en dehors de France ou en dehors d'Europe. Enfin bon, c'est toutes ces questions-là qu'on abordera quand on parlera du RGPD. Juste pour compléter, si tu veux bien, Jean-Marc, moi, ce qui a été aussi apprécié quand j'ai été contrôlée, en fait, c'est que, outre les RGPD que j'avais sur mon site, j'ai une feuille RGPD que je fais signer à tout nouveau client qui vient me voir. Mhm. Et ça a été grandement apprécié quand ils ont vu en fait les documents qui étaient affichés, puisque j'affiche à la fois tous mes tarifs, mon assurance responsabilité civile professionnelle, etc., etc. Et le fait que je fasse signer à tout nouveau client une feuille RGPD disant que voilà les données que je récoltais, notamment quand je fais l'anamnèse, la première séance, etc., étaient utilisées de telle et telle façon et qu'ils avaient accès au dossier quand ils voulaient, etc. Ça, moi, quand j'ai eu le contrôle, ils ont particulièrement apprécié que j'avais fait cette démarche-là parce qu'ils ne l'ont pas souvent chez les praticiens de médecine complémentaire. Et Laurence, même si les données que tu récoltes ne sont pas informatisées. Même si elles ne sont pas Peu informatisées. importe. Même si tu fais qu'un dossier papier, ce qui est mon cas, moi j'ai fait le choix de n'avoir qu'un dossier papier. Le fait d'avoir un dossier papier, tu dois quand même avertir tes clients de ce que tu fais, des données personnelles que tu réclames. Et donc, tu dois stipuler sur ta feuille que tu fais signer que les données sont que pour toi, que tu les gardes dans un endroit sécurisé, que ils ont accès à leur dossier quand ils veulent et ils peuvent en demander la destruction s'ils le souhaitent. Et ensuite, je rajouterais que théoriquement, c'est pour ça que les choses sont un petit peu difficiles, vous n'avez le droit de garder des données personnelles, y compris numéro de téléphone, nom, prénom et toute autre chose, qu'une durée de temps limitée. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, mais théoriquement, tous les X années, vous êtes censé détruire les données que vous avez récoltées. Alors, je vous l'accorde, c'est impossible pour nous. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on perd notre base de clientèle. Mais vous devez vous rapprocher quand même. On en reparlera quand on fera RGPD. Voilà. On va commencer par le début, hein, parce Oui. que sinon on va tout mélanger. Donc je commence. Alors, première chose dont on va parler, c'est les mentions légales. Les mentions légales, c'est donc, vous avez un site qui sert à ce qu'un client décide de venir vous voir, hein, contre rémunération. Vous devez donc respecter les mentions légales qui sont nécessaires pour tous les sites commerciaux.
attention, c'est pas la même chose pour un site B2B, c'est-à-dire business to business, c'est-à-dire si, c'est pas votre cas, hein, si vous, par exemple, vous décidiez de vendre des produits à des professionnels qui ensuite, eux, vont faire de la revente, c'est pas c'est pas les mêmes mentions légales qui sont demandées. Donc, j'évacue ça de côté et je reviens au cas qui nous occupe, c'est-à-dire professionnel, vous, vers des clients lambda. D'accord? Bon. La première chose qu'on vous demande, c'est, j'ai un anti-sèche hein, pour rien oublier, je m'excuse, c'est évidemment votre identité, nom, prénom et je suppose qu'ici, j'en profite, j'ai un maximum de gens qui sont en entreprise individuelle, c'est-à-dire anciennement auto-entrepreneurs. C'est une majorité peut-être ici. Est-ce qu'il y a autre chose? Association, SARL? Pour l'instant, c'est ça. Donc, depuis 2022, vous êtes censé, après votre nom et votre prénom, y compris sur votre site Internet, indiquer la mention ou entrepreneur individuel ou EI. Donc, par exemple, moi, c'est Jean-Marc Veil sur mon site et en dessous, il y a marqué EI. Ça fait un peu IT, mais c'est obligatoire. Alors, premièrement, c'est obligatoire pour quelle raison? C'est si vous ne le mettez pas, outre le fait que vous risquez 750 € d'amende à chaque constatation, vous risquez de, si vous faites faillite ou si vous avez un problème et que vous devez de l'argent au travers de votre forme juridique, si vous ne mettez pas EI, vous serez responsable sur vos biens personnels. Tandis que si vous mettez EI, entrepreneur individuel, vous ne serez responsable que sur vos biens professionnels. Et particulièrement pour les thérapeutes ici présentes, qui ont par exemple un cabinet chez eux. Attention à la confusion des patrimoines. Donc, je vous conseille de mettre EI. Et le EI se met y compris. Alors, je vous donne la liste, hein, parce que je me suis dit que vous alliez peut-être poser la question. Donc, le EI, c'est sur votre site Internet. Si vous avez un compte bancaire dédié à votre activité professionnelle, il faut que vous demandiez à votre banque de rajouter EI derrière votre nom. C'est gratuit, hein? Et après, c'est obligatoire sur les devis, les factures, les docs de flyers, brochures, sites internet, toutes les lettres qui sont adressées à l'administration. Si je vais trop vite, hein, vous me dites, hein, je répète. Hein. Sur vos conditions générales de vente. Bref, en gros, c'est que sur votre carte de visite que c'est pas obligatoire. Si vous avez des cartes de visite papier. Mais sinon, c'est obligatoire. Donc, c'est pas très grave, mais bon, déjà, si vous tombez sur un contrôle avec. Non, Nathalie, je pense que c'est pas tout à fait la même loi pour la Belgique. Ça, je te réponds tout de suite. Alors, je suis moins spécialiste. Désolé. Euh, euh, Voilà, il faut que vous trouviez un moyen de le mettre. Alors, peut-être pas très gros, mais il faut que ça soit lisible. Il faut que ça soit ou devant votre nom ou derrière votre nom. C'est donc ou entrepreneur individuel en toutes lettres, soit EI. Ça va? Bon. Ensuite, je reprends ma liste, si je la retrouve. Bon, évidemment, le EI, ça veut dire que vous donnez votre forme juridique, hein, entrepreneur individuel. Pour toutes les autres formes juridiques, il faut que vous le donniez aussi. Si vous travaillez sous forme associative, si vous travaillez sous forme commerciale comme SARL ou EURL ou autre forme commerciale, il faut que vous le mettiez, votre forme juridique est obligatoirement déclarée. Attention, si vous êtes en forme associative, c'est pas parce que vous êtes en forme associative que vous êtes dispensé de ce que je vous dis.
À partir du moment dans une forme associative où vous avez une activité où vous êtes en concurrence avec d'autres professionnels dans une activité qui est commerciale, c'est pas parce que vous êtes en association que vous êtes dispensé des règles. Vous seriez dispensé si vous pratiquiez une activité associative, bénévole, ou en tout cas qui n'est pas commerciale. Donc, je vous le dis tout de suite, hein. Bon, ça va jusque-là? Bon. Ensuite, vous devez bien sûr mettre vos coordonnées. Alors, vos coordonnées, c'est votre adresse du domicile, parce que vous êtes enregistré en tant qu'entrepreneur. En tout cas, il faut que vous mettiez l'adresse à laquelle vous avez fait votre dépôt d'entrepreneur individuel, parce que vous pourrez très bien avoir un cabinet à une autre adresse. C'est-à-dire que vous mettez voilà, l'adresse de votre cabinet, bien sûr, mais votre enregistrement anciennement auto-entrepreneur, elle a été fait potentiellement avec votre adresse personnelle. Donc cette adresse personnelle, malheureusement, vous êtes obligé de la faire apparaître à un moment. Alors peut-être vous pouvez la mettre dans les conditions générales de vente quelque part très bas pour ne pas mettre en avant systématiquement votre adresse personnelle. Mais il faut qu'elle soit quelque part. Vous comprenez ce que je veux vous dire? En fait, c'est votre adresse juridique. Vous avez été enregistré à une adresse juridique, c'est celle-là que vous devez faire apparaître. Oui? S'il y a des questions, vous m'arrêtez, hein, il n'y a aucun souci, hein. Moi, je répète, je noterai où je me suis arrêté à 20 heures, je reprendrai là la prochaine fois, enfin, c'est pas un problème. Ensuite, il faut une adresse de courrier électronique, hein. Bon, c'est classique. Une adresse enfin, un numéro de téléphone. Euh, Il vous faut ensuite votre numéro d'enregistrement. Alors, c'est soit un SIRET, soit un SIREN, soit un enregistrement auprès de l'URSSAF. Enfin bon, quand vous êtes enregistré, on vous a donné un numéro. Voilà. Qui vous sert d'ailleurs à faire vos déclarations de charges sociales ou mensuelles ou trimestrielles si vous êtes entreprise individuelle. Donc, ça dépend euh, si vous êtes immatriculé en termes d'activité commerciale. Donc, en fait, vous allez avoir un numéro de SIRET. Si vous êtes enregistré en tant que profession libérale, vous allez avoir aussi un numéro, mais c'est un numéro enregistré auprès de l'URSSAF. Donc, c'est à vous de voir ce qui a marqué sur votre fiche d'identification que vous avez reçue. Euh, Alors, j'ai quelqu'un qui m'a mis que je lis. Ah, c'est Laurence. Je lirai après, c'est long, et puis après, je répondrai aux questions. Euh, donc, il faut que vous mettiez votre numéro d'enregistrement juridique. Moi, ce que je conseille, même si vous le remettez dans vos conditions générales de vente, toutes les informations juridiques, peut-être pas votre adresse personnelle, c'est de l'avoir en bas de page de garde ou sur le côté selon comment est fait votre site internet. Là, je ne parle pas de la fiche Google, hein, pour l'instant. Donc, déjà, c'est pas mal. Donc, identité, adresse. Sur la page de garde, vous mettez l'adresse de votre cabinet, si vous n'avez pas envie de mettre votre adresse personnelle. Courrier électronique, numéro de téléphone et numéro d'inscription, soit RCS, soit SIRET, soit enfin, le numéro qu'on vous a donné. Ça va jusqu'à là? Jusque-là, c'est relativement simple. Le compte bancaire, alors, au début de l'auto-entrepreneuriat, jusqu'à il y a eu, si je me trompe bien, 2 ans en arrière, le compte bancaire isolé du compte personnel était obligatoire. D'accord? Il me semble très fortement que ce n'est plus le cas, c'est donc qu'il n'est plus obligatoire. Bon.
et c'est ce que met Laurence, il est plus obligatoire. On peut avoir 2 comptes personnels bancaires, c'est moins cher qu'un compte professionnel dans une banque. C'est une histoire de tarification. Néanmoins, enfin moi, c'est mon avis, je vous conseille quand même d'isoler votre activité professionnelle sur un compte, qu'il soit personnel ou professionnel, et de vous verser vos rémunérations de ce compte jusqu'à votre compte personnel, parce que c'est d'une plus grande clarté en cas de contrôle. Les risques de contrôle, vu les sommes engagées, sont fort peu probables. Néanmoins, c'est plus facile de vérifier. Il est obligatoire à compter d'un chiffre d'affaires de 10 000 euros. Je ne suis pas sûr, Véronique, je vais vérifier. Je ne suis pas sûr parce que je suis allé vérifier dernièrement et bon, bref, vas-y, J'avais- vas-y. J'ai regardé hier, justement. OK. Je Bon, confirme. je vais quand même, on va doublement vérifier pour être. Alors, niveau max, c'est possible, hein. La loi change tout le temps, hein, donc, alors, compte 10 000 euros. Donc, on va garder ça comme ça et puis je note et on fera confirmation. Par contre, ça peut être un compte non professionnel, c'est ça que je veux dire. Ça peut être un compte isolé, mais personnel. Parce que les banques font payer beaucoup plus de frais sur des comptes professionnels que sur des comptes personnels, en tout cas, hein. Ensuite, vous devez. Là, on n'est pas dans on est un peu dans le RGPD, mais on n'est pas encore complètement dans le RGPD. Vous devez prévoir une page. Alors, c'est soit dans une page RGPD, soit dans une page de votre site, où vous donnez des informations relatives à l'hébergement de votre site, même si le site est hébergé de manière potentiellement gratuite. Vous devez absolument mettre quelque part le nom de l'hébergeur, sa raison sociale, son numéro de SIRET. Alors, eux, ils ont forcément des numéros de SIRET. Leur adresse et un numéro de téléphone où ils peuvent être joignables. Alors, encore une fois, ça peut être dans la feuille RGPD dont on parlera à la séance 3, mais ça peut être aussi en bas d'une page, écrit en tout petit, mais il faut que ça soit quand même lisible. N'essayez pas de faire du time 4 illisible, mettez au moins du 9 ou du 10, hein, parce que bon, si c'est illisible, ça n'a pas vraiment ça va être difficile quand même pour ceux qui vous contrôlent. La raison pour laquelle on vous fait faire ça, c'est quand, on verra ça un peu plus tard, quand un client remplit un formulaire de renseignement, c'est vous qui le recevez, mais il transite par un hébergeur. D'accord? Donc, cet hébergeur, potentiellement, surtout s'il est en dehors d'Europe, parce qu'il y a des hébergeurs qui sont en dehors d'Europe, c'est quid de la confidentialité de ces données-là? Donc, le législateur souhaite savoir par qui transitent les données que vous récupérez. Donc, c'est une mention légale, vous devez le mettre. Après, on reviendra sur les choses qui sont demandées pour le RGPD un peu plus tard. Pour l'instant, je ne fais que lister les choses qui sont obligatoires. Ça va? Ah, n'hésitez pas à m'arrêter, hein, parce que sinon, moi, au bout d'une heure, je vais. Euh, Ensuite, vous devez, et ça, je vous le conseille fortement, euh, mettre soit quelque part sur votre site ou sous les photos que vous utilisez,
les mentions relatives à la propriété intellectuelle. Alors, si vous utilisez des images, des illustrations, des photographies, si c'est les vôtres, ben mettez que c'est les vôtres, c'est-à-dire en dessous, ou alors vous mettez une phrase en disant quelque part que toutes les photos, c'est vous qui les avez prises. Euh, Sinon, pour les autres, ben, en dessous, il faut que vous mettiez le nom du site ou de la personne qui les a prises, parce que c'est sa propriété intellectuelle. Et si ce sont des photos libres de droit, vous devez mettre en dessous photos libres de droit. Pour toutes les photos. Donc, si vous avez des mélanges, faites attention, c'est quelque chose qui est très regardé. Vous devez également, si les textes ne sont pas les vôtres, bah, vous devez au minimum citer l'auteur. Normalement, vous devriez lui demander à l'auteur ben, le droit de citer son texte, mais si vous ne le faites pas, il faut au moins donner le nom de l'auteur, peut-être le nom de l'ouvrage et son édition. C'est le minimum à faire quand même, hein. Ça va? OK. Jean-Marc, tu mets sous Oui. chaque photo? Moi, Pas bien compris. personnellement, par exemple, sur mon site, il y a des photos qui m'appartiennent. Là, je mets Jean-Marc Veil. Et puis, si ce sont des gens qui étaient là à mes stages et qui ont pris les photos, ben, je mets le nom de la personne qui a pris la photo, D'accord. Ok. systématiquement. Merci. Euh, Toc, toc, toc. Qu'est-ce que je... Ah oui. Donc ça, j'ai fait propriété intellectuelle, j'ai fait mention hébergeur du site, j'ai fait. Encore une fois, hein, tout ce qui est hébergement du site, on le verra en détail pour le RGPD. Maintenant, sont obligatoires. Et là, notre confrère qui a été contrôlé le mois dernier, ben, elle avait oublié de mettre l'affichage du médiateur de la consommation. Vous êtes censé mettre que vous avez un abonnement chez un médiateur de la consommation, hein, à l'UFPST, je crois qu'on vous en propose un à 12 balles par an ou un truc comme ça, hein. C'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire. Oui, oui, si vous allez sur le site de l'Union, vous pouvez vous abonner à un site de médiateur. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Et oui, il faut que vous le mettiez sur votre site, notamment en première page. Non-affichage du médiateur de la consommation, sanction, amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique, 15 000 € pour une personne morale. Donc, en fait, vous devez vous abonner à un service de médiateur de la consommation parce que vous vous adressez à des consommateurs et que s'il y a un litige, vous devez d'abord proposer à votre client une médiation à l'amiable au travers d'un service de médiation de la consommation auquel vous êtes tenu d'adhérer. Donc attention, hein, c'est juste une adhésion. Après, s'il y a un litige, le monsieur ou la madame, ils vont vous faire payer au nombre d'heures sur lequel ils vont travailler. Bon, je ne vous cacherai pas que c'est quand même extrêmement rare que ça se produise. Néanmoins, c'est obligatoire. Donc, vous devez mettre sur votre site internet le nom, je suis adhérent euh, auprès du médiateur de la consommation XY, adresse, nom, téléphone. Et vous devez pouvoir avoir bah, la facture de ce médiateur pour environ 12 € comme preuve, comme quoi vous êtes bien abonné à ce médiateur. Des assurances comme Medinat ne jouent pas ce rôle-là. Non, Medinat n'est pas, est assureur, il n'est pas médiateur, c'est un métier. Bon, vraiment, ça coûte 10 €, hein, oui. Le médiateur justement avec qui on a le partenariat avec l'UFPST. Donc, moi, j'ai adhéré et en fait, il nous fournit justement
un document à afficher dans Oui, nos salles d'attente et absolument. à publier sur nos sites internet, Ah bah c'est très qui est tout bien. fait. C'est très bien. Alors, c'est très bien qu'ils le fassent. Il y en a d'autres qui ne le font pas. Donc, on met la mention dont j'ai parlé et puis on a la facture. Mais sinon, oui, effectivement, c'est très bien d'avoir le document. Vous pouvez faire un onglet spécifique avec bah, le scan de cette, euh, de cette médiation. Mais c'est obligatoire. Comme vous voyez, voilà. Ça va pour ça? Excusez-moi, Jean-Marc? Oui, Jean-Marc, bonjour, je suis Délia, je suis désolée, ma caméra marche pas, hein, c'est c'est pas pas que je grave. veux. Non, 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 il n'y a pas Mais de souci. juste pour afficher la facture, il faut l'avoir à disposition À si on est disposition. contrôlé ou est-ce qu'il faut qu'elle Non, soit non. sur le site? Non. Ah, Disponible c'est si on te la l'avoir à demande. disposition. Disponible si D'accord, on te la ok, très bien, demande. merci. Hmm. Ensuite, alors, comme je l'ai dit, mais tout le monde n'était pas là tout à l'heure, en plus, ne riez pas, hein, ou en tout cas riez, mais peut-être jaune. En plus de l'obligation à s'inscrire à un service d'un médiateur, depuis l'année dernière, vous devez faire apparaître également sur votre site internet, euh, en première page, un lien que je vais vous partager et que je vais vous renvoyer pour que vous puissiez faire un copier-coller par le chat. Mais pour l'instant, si je le trouve plus évidemment. Euh, donc, je vais réouvrir le document, je suis désolé. Hop, il y a un petit intermède avec des petits oiseaux. Voilà. Alors, partager. Voilà. Hop, hop. Euh, Depuis octobre 2023, vous devez donner la possibilité aux clients qui viennent vous voir, avec lesquels potentiellement vous pouvez avoir un litige, de pouvoir régler ce litige au travers de la plateforme européenne des règlements en ligne des litiges. Donc, je vais vous coller Voilà, il faut juste mettre voici le lien vers la plateforme européenne des règlements en ligne des litiges et il faut mettre le lien que je vais vous envoyer et c'est tout. Mais c'est devenu obligatoire cette année. Donc, hop, et là, je vous envoie et dans votre chat, normalement, vous avez le lien que vous pouvez copier-coller. Voilà. Bon, ça fait doublon avec le médiateur, mais le médiateur, c'est une obligation nationale et le lien vers la plateforme des litiges, c'est une obligation européenne. Voilà. Bon, une fois que vous savez ça et que vous avez collé vos trucs, vous n'avez plus besoin de vous en occuper, mais lors d'un contrôle, on regarde tout ça et puis on vous fait un listing. Non-affichage du médiateur de la consommation, texte en frein, non-affichage, enfin bon, bref, voilà, pas très agréable. Ok, ensuite, j'ai presque fini pour les mentions purement légales. Ne faites pas de dépression, hein. Je vous donne l'information et puis vous n'avez pas besoin dès demain que tout soit conforme. Vous avez un petit peu de temps pour décider ce que vous voulez faire, pas faire. Puis surtout, si c'est pas très clair, la prochaine fois, vous pouvez aussi me dire si c'était pas très clair, est-ce que tu peux revenir là-dessus? Ça pose pas un problème. Autre obligation, autre obligation, à partir du moment où euh, vous avez une fiche de renseignement avec un client potentiel qui vous donne son numéro de téléphone via une fiche, vous devez inscrire sur votre site internet et ou dans vos conditions générales de vente. La deuxième remarque que j'affiche, vous voyez le document partagé? Ça va? En application de l'article L223.2 du Code de la consommation, nous vous informons que vous avez la possibilité
de vous inscrire gratuitement sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique connue sous le nom de Blocktel. Donc, c'est pareil, je vous copie la remarque et puis je vous l'envoie dans votre blog. Tchoc. Je vous l'envoie dans le chat. Ouais, là aussi, c'est passible de 15 000 € d'amende pour une personne physique et de 75 000 € d'amende pour une personne morale. Voilà. Donc, en fait, vous devez avertir votre client que du jour au lendemain, s'il le décide, il peut se mettre sur Blocktel pour empêcher, entre guillemets, le démarchage téléphonique. Je regarde si j'ai rien oublié. C'est déjà pas mal. Voilà. Ensuite, il y aura, et après, on va passer sur des questions-réponses si vous voulez. Jean- Oui, Jean-Marc, juste la fiche de renseignement avec le client peut être également juste fiche papier. oui. Ou simplement qu'on l'a directement mis dans son propre téléphone, on a mis son numéro WhatsApp, À enfin on a créé un partir du groupe WhatsApp moment, et tout ça. à partir du D'accord. moment où un prospect client vous Mm. donne, j'emploie le mot client parce qu'on Mm. Oui. on parle de juridique, hein. Mm. À partir du moment où un client vous donne son numéro de téléphone, le législateur part du principe que votre prospect client est un imbécile avec 2 neurones. D'accord? Oui, Donc, il part bien du sûr. principe, je suis désolé de dire ça, hein, mais c'est comme Non, ça. mais je suis d'accord. Donc, à partir de là, il part du principe que votre prospect client est tellement imbécile, pour ne pas dire autre chose, que il risque d'être floué ou alors de comprendre des choses qui ne sont pas la réalité. Donc, à partir du moment où vous récoltez un numéro de téléphone, théoriquement, vous êtes censé informer votre prospect client qu'il a la possibilité d'aller sur une liste Blocktel. C'est juste informer. À partir du moment où vous l'écrivez, on ne peut plus vous le reprocher. D'accord. D'accord. Hmm. Il faut pouvoir prouver qu'on a fait signer une fiche papier, par exemple. Parce que si c'est un site internet, moi je fonctionne pas avec site internet. Je fonctionne avec Resalib, éventuellement Medocine, mais ça c'est autre chose. Bah, Voilà. imaginons que tu es contrôlé. On te Ouais. dit comment est-ce que vous récoltez les numéros de téléphone Hmm. de vos clients. Tu dis Ouais. ben, via le papier. Oui. Ils vont pas vérifier. Et on te demande. En fait, c'est pas la manière dont tu récoltes qu'ils vont vérifier. Hmm. C'est le fait que d'une manière générale, tu informes ton client que, quelle que soit la manière où son téléphone est récolté, il a accès à Blocktel. C'est tout ce qu'on D'accord. te demande. Ok. En fait, la répression des fraudes ne vérifie que la présence de cette mention sur ton site internet. Voilà, c'est tout ce qui est vérifié, hein. Par exemple, Jean-Marc, et si jamais un client, entre guillemets, t'appelle directement pour prendre rendez-vous, tu prends ses coordonnées, il n'y a pas de fiche papier, pas de site internet, rien mais de tout cela. c'est pas grave, tu as récupéré son numéro de téléphone. Mais comment j'informe? Eh ben, normalement, tu es censé l'informer par oral. Oui. Normalement, mais bien Oui, mais sûr, ça on peut pas prouver. non, mais la mention, elle doit être sur tout ce qui est écrit, Ouais. c'est-à-dire soit Oui. votre site internet. Si vous avez une brochure complète, ça doit être sur votre brochure. Évidemment, si c'est par oral, par Ouais, téléphone, ouais, c'est ça, c'est par téléphone, normalement. Bon, voilà. en fait, le contrôle, comment il se fait? Le contrôle de la répression des fraudes, ils vont aller sur le site de Shiatsu de Tartampion Mm. et puis ils vont éplucher le site. Mm. S'il n'y a pas de site, il n'y a pas de contrôle. Sauf s'il faut le mettre sur Google My Business. À vérifier. Ouais, Mais d'accord. là, ça devient Ok. compliqué parce que ça veut dire qu'il Ouais. faut mettre beaucoup, beaucoup de choses sur Google My Oui, Business. et Google My Business n'est pas un site internet. Bon, bah alors à partir de là, Pour moi, mais voilà. bon, j'irai vérifier quand même. Mm. J'irai Ok, vérifier. d'accord. Tout ce qu'on vous demande, alors après, si tout est fait par oral, ben, il n'y a pas de contrôle possible. Par contre,
ils peuvent très bien décider de faire un contrôle physique, c'est de venir dans votre cabinet et regarder ce qui est affiché. D'accord. Auquel cas, la mention, ben, il faut qu'elle soit affichée quelque part. Alors, elle peut être affichée dans vos conditions générales de vente, c'est-à-dire l'ensemble du texte qui régit vos relations commerciales avec vos clients. Je vous signale que normalement, j'ai bien dit normalement, on est bien d'accord que c'est impossible. Vous comme moi, on devrait faire signer personnellement chaque client vos conditions générales de vente. C'est impossible, on est bien d'accord. Mais en tout cas, ces conditions générales de vente, elles doivent être accessibles dans votre salle d'attente et consultables. C'est le minimum. Autant elles sont sur Internet, autant elles sont sur votre salle d'attente. Il en est de même pour le RGPD, il en est de même pour tout ce qui est tarification, etc., etc. hein. La loi voudrait, mais on n'y arrivera pas, chaque fois qu'un client vient, vous devriez lui faire signer et paraffer des conditions générales de vente. On est bien d'accord que c'est pas possible. Imaginez. Donc, dans ces conditions générales de vente, eh bien, il y a la mention que vous pouvez rajouter sur Blocktel. Donc, quand il va signer, il signe l'acceptation de votre contrat, parce que c'est un contrat que vous avez avec lui. hein. Jean-Marc, lorsqu'on confie un rendez-vous à un client, est-ce qu'on peut mettre la petite mention sur le petit SMS, par exemple? Voilà, dès lors où vous arrivez au cabinet, vous pouvez accéder à n'importe quel moment à nos conditions générales de vente. Point. Oui, vous pouvez, mais euh, vous pouvez bien sûr, mais ça ne vaut pas acceptation. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, En oui. fait, ce qui intéresse le contrôleur ou le législateur, théoriquement, c'est que vous ayez des conditions générales de vente disponibles à la lecture, mais théoriquement, vous devez les faire accepter. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous faites des achats divers et variés de billets de train ou autres dans des sites marchands, on vous fait cocher, on vous fait lire des conditions générales de vente. En général, il faut arriver jusqu'au bout, faire défiler la barre de menu, et puis ensuite, vous n'avez pas lu, mais vous mettez j'accepte. Théoriquement, on serait censé faire la même chose. OK, c'est pas possible. Alors, et si tu te déplaces à domicile? Oui, c'est-à-dire à partir du moment où dans tes conditions générales de vente, Sarah, tu mets dans la description de ta prestation que tu te déplaces à domicile, bah, c'est les modalités de ton offre, donc théoriquement, il faut faire signer des conditions générales de vente. Théoriquement, on est bien d'accord. Mais ça, on en reparlera quand on rentrera dans les conditions générales de vente et qu'est-ce qu'on met dedans à minima. Euh, donc, la mention légale qui nous intéressera par la suite, bah, c'est les conditions générales de vente et comment elles doivent apparaître et qu'est-ce qu'on doit mettre dedans, en sachant qu'il va falloir que vous adaptiez chacun à votre activité, parce qu'il y en a qui font du domicile, il y en a qui font pas de domicile, il y en a qui vendent des bons cadeaux à distance, il y en a qui font pas de bons cadeaux. Donc, il va quand même falloir adapter vos conditions générales de vente à la réalité objective de vos activités multiples. Voilà. Euh, Par exemple, dans les conditions générales de vente, il faut que vous mettiez que vous êtes obligé de délivrer une facture. Vous ne pouvez pas dire facture délivrée sur demande. C'est interdit. La facture est obligatoire à partir de 25 € de prestation et elle est obligatoirement délivrée. Donc, vous n'êtes pas obligé matériellement de la délivrer, mais vous ne pouvez pas écrire dans vos conditions générales de vente que votre facture est délivrable sur demande. Là, vous allez vous faire allumer, c'est interdit. Donc, c'est ça qu'on va voir ensuite dans les conditions générales de vente, par exemple. Bon. C'est pareil. Une des mentions légales dont on reparlera, c'est la plus compliquée pour nous. Qu'est-ce qu'on fait au minimum
pour la gestion de la confidentialité, la gestion des cookies. Alors, qu'est-ce que c'est un cookies? Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les cookies? Quels sont les cookies qui sont acceptés sans avoir à faire accepter le fait qu'il y en ait? Et quels sont ceux... Enfin bon, bref, il va falloir parler de ça quand même. Parce que si vous avez un site Internet et que votre hébergeur utilise des cookies, ben, vous allez devoir demander explicitement à chaque personne qui arrive la première fois sur votre site Internet une acceptation de l'utilisation des cookies. Voilà, par exemple. Donc ça, on va en parler. Pas sur Google, sur la fiche Google, hein. Il n'y a pas d'acceptation de cookies dessus. Alors que justement, Google utilise 100 000 cookies. Vous imaginez bien que Google utilise toutes vos données de vos fiches. J'y suis aussi, hein. Moi aussi, j'ai une fiche Google, voilà. Mais voilà. Euh, donc voilà, en tout cas, euh, toutes les mentions obligatoires, on va dire générales, euh, sans rentrer pour l'instant dans le détail des conditions générales de vente et du RGPD. Une dernière chose avant qu'on échange sur un certain nombre de choses. Quelle est la différence entre conditions générales de vente et conditions générales d'utilisation? Hein, CGU, CGV. Hein, vous avez peut-être déjà vu ça. Donc, les conditions générales de vente sur vos sites, si vous avez des sites, sont des sites commerciaux, donc elles sont obligatoires. Les conditions générales d'utilisation ne sont pas obligatoires. Quand on dit utilisation, c'est utilisation de votre site Internet. Ces dernières ne sont pas obligatoires. Donc, à partir du moment où elles ne sont pas obligatoires, ce n'est pas la peine de vous lancer dedans. Ça concerne principalement les sites marchands qui vendent des produits en ligne, qui font, enfin, qui nécessite la mise en place de respect de l'utilisation du site Internet entre le client et le vendeur, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, je ne traiterai pas des conditions générales d'utilisation, mais uniquement ce qui est obligatoire, c'est donc celle de vente. J'avais noté un truc sur les conditions générales d'utilisation quelque part. Si je ne le trouve pas, c'est pas très grave. Ah voilà. Donc, oui, les conditions générales d'utilisation ne sont pas obligatoires. Il s'agit de l'utilisation d'un service sur un site Internet. Donc, on laisse tomber. Par contre, CGV obligatoire dans toute la commercialisation des produits et des services et des relations contractuelles entre vendeurs et clients. Vous êtes saoulés déjà, ça va? Non, ça va. Non, non, ça va. OK. À partir de là, est-ce que vous avez des questions? Alors, ça peut être des questions qui gravitent autour de ça, hein, J'ai juste une petite question parce mais qu'après je je vais t'en pouvoir prie. y aller. Si on a un webmaster qui s'occupe de tout ça, est-ce qu'il faut quand même qu'on vérifie, qu'il a rien oublié dans les mentions légales et cetera? Ah oui, madame. OK, Parce que c'est toi. Alors, le webmaster, c'est pas le propriétaire du site. Donc, OK. je te conseille de vérifier que tout y est. Et en plus, le webmaster, c'est pas son métier forcément de vérifier que toutes les mentions légales soient présentes. C'est pas forcément un juriste. Alors après, ça dépend, mais ouais, il vaut mieux. OK. Par exemple, notre confrère qui a été contrôlé il y a un mois, que vous verrez à la dernière session si vous venez, elle était en train d'avoir un spécialiste qui mettait son site en conformité. Donc, ça n'a pas empêché qu'il y avait des choses qui manquent, hein. Mmh. Donc, oui, méfiance. D'accord. Il faut Bon. tout vérifier parce que c'est toi la responsable en Mmh. tant que propriétaire du site. Par contre, il faut mettre le nom du webmaster,
son adresse professionnelle, son numéro de SIRET. Je crois que c'est fait ça, je crois que c'est Ok, il parce avait mis, que mais je crois que il, moi j'ai surtout par exemple, entre peur en EI, je pense que ça, il faut que je le rajoute parce qu'effectivement, ça doit pas être mis sur le site Hmm, et puis les histoires des photos, j'avais jamais pensé à ça, quoi. ouais, ouais. Tout est épluché. Donc, bon, après, ça dépend sur si jamais vous êtes contrôlé. Vous avez des contrôleurs qui font du zèle, des Ouais, contrôleurs bah qui oui, font moins de j'imagine. zèle. Voilà, c'est Mmh comme mh. ça. Mais l'histoire, ce qui est normal, hein, des droits, des photos que vous mettez, qui les a faites, et si vous utilisez des textes, d'où viennent ces textes, c'est un peu Oui, normal. oui, bien sûr. Bah, les textes, oui, Donc, ça je bon, mais les effectivement. photos, sur chaque photo, moi je Ah, conseille, alors soit c'est toutes tes photos et tu mets une phrase générale en disant c'est toutes mes photos, soit ouais. par photo, tu mets cette photo libre de droit et tu mets le site duquel tu as tiré cette photo libre de droit, s'il y en a une. Mmh. Telle photo, c'est, je sais pas, un collègue qui l'a prise, tu mets son nom. Faut, Et tu le mets en bas de la photo, à oui, chaque oui, photo, en en tout petit, fait? en tout petit, OK. lisible, je mets, il y a plusieurs manières de le faire, hein, soit le nom de la personne, entreprise Mmh ou mh. autre, ou en toutes lettres, photo de, etc., etc. C'est le OK, minimum, hein. Mm. d'accord. OK. Parce Bon. que le contrôleur, il vérifie tout. Il va vérifier tout ce qu'on vient de voir sur les mentions légales, et après, il va lire tout votre texte, ce qui va nous amener à parler rapidement. Pas rapidement, mais bientôt, c'est ça que je veux dire, de ce que vous mettez dans vos textes. Parce que il est dit, n'est-ce pas, et j'ai relevé dans le contrôle qui a été fait, encore une fois, pour l'instant, sans citer, sont réputées trompeuses au sens des articles L 121.2 et 121.3 les pratiques commerciales qui ont pour objet d'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de service est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements et des malformations. C'est ça le Mmh. texte de la loi, hein. Alors c'est interprété de manière plus ou moins euh, large. C'est-à-dire, ça Mmh. dépendra de la manière dont vous êtes contrôlé. Par exemple, chez notre consoeur, elle avait mis quelque part soins de support. Mais ça n'a pas suffi, hein. Soins de support, il y avait le mot soin dedans, hein. Et la personne qui l'a contrôlé a décidé qu'elle avait mis séance soins de support pour patients en pré ou post-chimiothérapie. Et bing, donc ça tombe sous, alors pour vous dire, là c'est ce qui est le pire, hein. La sanction encourue en cas de non-respect de ces dispositions est un emprisonnement de 2 ans et une amende de 300 000 euros. Bon, évidemment, c'est pour faire peur, parce qu'après, il suffit de supprimer ce qui ne va pas et puis c'est terminé. Mais donc, je pense que c'est bien qu'on prenne un peu de temps aussi, un peu plus Mmh. tard, pour parler. Je sais que vous allez râler, je sais que vous n'allez pas être d'accord, je sais que vous êtes convaincu, et j'en suis convaincu aussi, que vous pouvez aider, faire des choses pour des gens qui sont en chimio, des femmes enceintes et tout ça et tout ça et tout ça. Ça, c'est vous prêchez un convaincu. Je suis praticien comme vous, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais vous ne pouvez pas l'écrire n'importe comment. Mmh. C'est ça le problème. Parce que alors là, quand vous faites contrôler, vous vous faites démonter, quoi. Et Et du coup, c'est la première chose qu'on regarde, hein. Oui, est-ce qu'on peut mettre shiatsu thérapeutique, du coup? non. Non plus? Parce qu'on nous avait dit. Alors, puisque tu en parles, tu as tout à fait le droit d'être membre de l'Union francophone des praticiens de shiatsu thérapeutique. Tu en es partie, tu en fais partie, tu es membre, hein. Mais théoriquement, je dis bien théoriquement, tu n'as pas le droit de dire que tu donnes des séances de shiatsu thérapeutique parce que tu tombes sous le coup de l'article que je t'ai lu et Mhm. que je précise, hein, euh,
est écrit dans ce joli rapport. Donc, le contrôleur a joint en 2019, le ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, répondant à une question parlementaire, précisait que les pratiques de soins non conventionnels en santé ne peuvent être reconnues que lorsque le rapport bénéfice-risque de ces pratiques est démontré grâce à des études cliniques validées. Or, ces pratiques non conventionnelles ne bénéficient que rarement d'études et de recherches impliquant la personne humaine, ce qui empêche de leur donner une reconnaissance dans notre système de santé. Ainsi, ces pratiques sont constitutives de pratiques commerciales trompeuses en application de l'article 121.4 du Code de la consommation. Donc, je suis désolé de te répondre que même si tu as le droit d'être membre de l'UFPST en toutes lettres, après c'est le problème de l'UFPST, c'est pas le Ouais. tien, théoriquement, et tu fais bien sûr ce que tu veux, tu ne peux pas mettre que tu donnes des shiatsu thérapeutiques. Pour répondre précisément à ta question. Ok, merci. Et même le mot soin, il faut le bannir, si j'ai bien compris. Alors, ça dépend comment tu l'amènes. Là, comme il a été amené, alors évidemment, par exemple, tu vas chez l'esthéticienne et tu fais un soin du visage. Bah oui. Mais premièrement, l'esthéticienne, elle a un diplôme d'esthéticienne dans lequel sa profession fait des soins du corps et du visage. Et toi, tu n'as pas de diplôme d'esthéticien ou d'esthéticienne. Bon, d'accord. Si tu tournes l'idée comme quoi tu fais des soins de bien-être, on ne veut pas te reprocher, mais si ton mot soin et que quelques lignes plus loin, tu parles de femme enceinte, quelques lignes plus loin, tu parles de maladie chronique, et que quelques lignes plus loin, tu parles de chimiothérapie, ben, le contrôleur va mettre le mot soin avec ces trois autres mots, et là, tu tombes. Par contre, si tu restes dans un cadre, je sais que vous n'avez pas envie de faire ça et que vous n'avez pas été formé pour ça, je le sais. Mais si vous restez dans un cadre dans lequel le mot soin ne baigne que dans un texte qui parle de stress, de gestion du stress, de bien-être, de mieux-être, et là, on va rien vous dire. Hein. C'est comme le mot euh, diagnostic. Le mot diagnostic, bah oui, il y en a une fois qui m'a dit, bah, on fait bien un diagnostic du moteur d'une voiture. Mais c'est pour une voiture, d'accord? Le mot diagnostic chez un humain, ben, ça va C'est un direct bilan avec énergétique. thérapeutique. Oui, bien sûr. Alors, on en reparlera, puisque en fait, c'est ce qui va suivre à la prochaine. Aussi, on enclenche le truc, hein, mais euh, bilan énergétique, alors, ça va bien. Alors, attention, là, les contrôles n'aiment pas très, très bien l'histoire énergétique. Hein, dernièrement, parce que le énergétique, du coup, euh, ils ont bien compris que derrière énergétique, c'était pour pas mettre médecine orientale ou autre. Donc, encore une fois, oui, mais pas n'importe comment. Alors, il y a quelqu'un qui a, Sandrine a mis, j'ai mis sur mon site, en aucun cas, le shiatsu ne se substitue à un traitement. Oui, c'est bien de le mettre. Même, je dirais qu'on peut aller plus loin que ça. On peut carrément faire un onglet entier en étant beaucoup plus précis que ça, mais ça ne t'exonère pas de ne pas utiliser le mot thérapeutique ou tu vois, je veux dire, le mettre est un plus, mais si dans ton texte prennent des choses qui font penser que ton travail va aider à guérir, soigner ou autre, tu vas te faire allumer pareil, même si tu as mis ça. C'est bien de D'ailleurs, le mettre. pour en revenir à la question concernant le site internet, je suis passée par un informaticien professionnel Oui. et j'ai recorrigé, j'avais dit ce que je voulais et j'ai recorrigé tous ces textes car il m'a mis des mots justement en relation avec la Bien. médecine, notamment patient, diagnostic. Et je lui ai dit non, mais moi je n'ai pas le droit de mettre ces mots-là.
Mm. Et donc, j'ai bien relu tout partout, quoi. Donc, il faut faire attention, même en passant par des professionnels. La problématique, c'est que vous devez trouver, nous devons, je m'inclus dedans, trouver un équilibre qui ne va pas vous desservir vous, c'est-à-dire que vous devez donner potentiellement envie à quelqu'un de venir vous voir, mais pas en attrapant le chaland avec du vocabulaire médical ou proche du médical. Parce que là encore, le législateur, lui, dans sa tête, c'est votre consommateur est un imbécile. Donc vous le flouez, vous lui faites penser que, en venant vous voir, il n'ira pas voir un professionnel de santé et donc il va considérer que c'est une perte de chance de guérison si la personne vient vous voir parce qu'elle a été attrapée par votre vocabulaire. C'est ça le raisonnement du législateur, en fait. Donc, Mm. l'idée, c'est il ne faut pas que ça arrive. C'est-à-dire, c'est super. C'est que notre homme politique favori à tous dit que c'est une ligne de crête. Il aime bien ce mot-là. Euh, je passe la plaisanterie. Mais c'est vraiment une ligne de crête. C'est-à-dire que vous devez, vous devez trouver un moyen que les gens aient envie de venir vous voir, mais vous n'avez pas le droit de les appâter avec un vocabulaire et une manière et des exemples qui font penser que vous faites perdre une chance à quelqu'un qui a une maladie en venant chez vous au lieu d'aller consulter un professionnel de santé. C'est ça le raisonnement. Et si on Est-ce met que les mots... on peut, pardon. pardon, excuse-moi, est-ce qu'on peut utiliser le mot thérapie ou pas alors dans nos Non, textes? thérapie, c'est interdit. Enfin, Ok. encore une fois, moi, mon rôle, c'est de vous alerter sur les mots que vous utilisez. Après, c'est votre libre arbitre. Est-ce que vous avez envie de vous battre pour ou est-ce que vous prenez des risques? C'est vous qui décidez, hein. Moi, je ne porte pas de jugement là-dessus. Thérapie, Oui, non, non. non. Thérapie, non. Même sur les flyers. Partout. Ok. Par contre, alors, si vous avez envie, évidemment, ça n'aide pas à faire venir le client, mais si vous parlez yin, yang, théorie, MTO, déficience de yin, de ceci, de cela, de là, personne ne va venir vous attaquer, hein. Hmm. Par contre, attention, si vous dites, donnez des exemples avec vide de yin du foie, ou, là, vous rentrez de nouveau dans un terrain qui est un peu... bon, après, Ils n'ont rien d'autre pour nous faire chier, hein, excusez-moi. Hein. non, certes, je suis complètement d'accord avec vous, mais là, mon rôle, c'est voilà, de vous alerter. Par exemple, Oui, mais c'est la sûr. collègue qui m'a donné l'autorisation, hein, donc elle avait mis, donc elle travaille sur la femme enceinte et elle avait mis jusqu'au 3e mois, séance sur futon allongé sur le dos et sur le ventre et encore possible, les pressions seront douces. À ce stade, on traitera tous les déséquilibres yin-yang du début de la grossesse, ainsi, 2 points, les nausées, les vomissements, la fatigue, les troubles du sommeil. Ben, c'est ce qui est après les 2 points. Là, elle tombe sous l'article de loi que je vous ai Oh. donné tout à l'heure, puisque ce sont des symptômes et que donc elle laisse penser qu'elle aide, ce qui est la réalité, on est bien d'accord, Oui, hein, oui. mais qu'elle aide à guérir, soulager des symptômes qui font partie d'un diagnostic. Voilà. Dire que les exemples de pathologie, on va dire, si on parle de pathologie des cycles menstruels, pour parler de tout ça, avec endométriose, etc., ça non plus. Ouais, théoriquement, tu es attaquable. D'accord. Encore une fois, c'est bien sûr toi qui choisis ce que tu veux faire ou pas. Mm. Après, tu peux utiliser le langage chinois, la rosée du matin pour parler des règles. Non, je plaisante. Mais Ouais. bon, Et alors, shiatsu et cardiologie, c'est pareil. On a un diplôme
Enfin, une attestation de shiatsu et cardiologie, Mais tu as alors tu as le droit hein. Oui, tu as le droit d'afficher ton diplôme, oui, puisque c'est pas ça ta d'accord. responsabilité, c'est l'organisme de formation qui te l'a Ouais, délivré, qui te donne ce papier. Après, ouais, s'ils veulent se retourner vers l'organisme de formation, ouais. c'est leur problème. Par contre, Ouais. dans ton texte en dessous, ne viens pas Mm. dire que, mais par contre, tu as le droit de dire que tu interviens dans un service de cardiologie parce que tu as contracté ou le service duquel tu peux donner l'adresse, etc., machin, t'a demandé de venir intervenir en shiatsu. C'est la réalité, c'est vérifiable. D'accord, Ça, on ne peut pas te le reprocher, par contre. d'accord. Ouais. Mais tu peux pas écrire, OK, arythmie, hypertension artérielle. D'accord. OK, bon, mais j'ai compris. D'accord. Théoriquement, non. Faut enlever tout ça, quoi. Ouais, ouais. Alors, par exemple, Nos textes vont être vides de sens, en fait. certes, alors, On comprend rien, vide de yin, vide, c'est non, incompréhensible pour tout le monde, voilà. j'entends Voilà. bien. Alors, je Ouais. pense bien que mon Mm. discours est heurtant et que mon discours euh, est jusqu'au boutiste. Je vous dis juste la réalité des choses, hein. Oui, oui, non, mais Euh, c'est certain. Oui, alors, oui. chez notre collègue, ensuite, a été Oui. noté, toujours pour la femme enceinte, du 3e au 6e mois, nous tiendrons compte des possibilités de la future maman pour les positions, hein. Le shiatsu sera de plus en plus délicat. Il soulagera les lombalgies, les tensions musculaires et les troubles digestifs. Eh ben, les lombalgies, les tensions musculaires et les troubles digestifs tombent sous l'article de la loi. Voilà. C'est pour vous donner l'exemple. Donc, encore une fois, c'est un gros Ouais. travail de rédaction, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire. Et après, Mm. ça dépend de est-ce que vous êtes ou quelqu'un qui a peur, c'est-à-dire est-ce que je décide de n'avoir aucun mot contestable? Est-ce que je prends le risque d'avoir des termes qui sont contestables? Et si oui, j'attends d'être contrôlé, puis on verra bien. Ça, c'est une décision qui est purement personnelle, hein. Mm. Mmh. J'ai coupé la parole à quelqu'un. Juste, je voulais rebondir là-dessus. Par exemple, bon, moi, je fais partie du réseau Médoucine et Hmm. sur le réseau Médoucine, tout ça, on peut l'écrire en fait. C'est proposé, la plateforme propose qu'on puisse écrire, par exemple, hypertension artérielle, endométriose, peu importe, enfin, toute une liste qui Hmm. peuvent apparaître sur le site. Hmm. Et donc, en théorie, la plateforme serait susceptible de tomber sous le coup de la loi aussi. Et oui. Absolument. Et toi D'accord. aussi. Et moi aussi par ricochet, puisque je suis Ben, inscrite sur la plateforme et que j'écris tout abs- tout ce qu'on absolument. présente. Pour D'accord. l'instant, ils n'en sont pas visiblement aux plateformes, mais Mhm. ils vont contrôler certainement les plateformes. Il y en a un certain nombre, hein. Euh, c'est une évidence, hein. Ça viendra. Ça viendra. Ouais, Là, ouais. pour l'instant, visiblement, c'est les sites des thérapeutes qui contrôlent. D'accord. Il y a un Mais, D'accord. déménage sur Doctolib, donc ah bah oui, Mm. Doctolib, c'était une injonction, hein. C'est-à-dire que tout a été à peu près correct Enfin, jusqu'aux naturopathes. Et ça, c'est venu d'une problématique, pas forcément avec les praticiens de shiatsu, c'est venu avec des problématiques du Conseil de l'ordre et des naturopathes, ça, c'est sûr. OK. Des questions par rapport à ça? Bon, on reviendra hein, un petit peu sur les termes. Venez avec vos exemples la prochaine fois. Peut-être que sur une phrase, on peut peut-être essayer sur quelques exemples et essayer de transiger, de trouver des solutions. Est-ce Alors, qu'on peut dire est-ce qu'on peut dire que le shiatsu s'inspire de la médecine traditionnelle chinoise, par exemple? Le mot médecine dans ce cas-là? j'éviterai. La il y en médecine a traditionnelle, la j'évite, définition pourtant. oui, mais oui, c'est la définition, mais le mot médecine est malvenu. Ça dépendra du reste de votre texte. Mais si tu mets juste MTC, c'est possible alors. Oui, c'est possible, sauf si la personne qui te contrôle te demande ce que ça veut dire. Euh, après, vous avez peut-être des certifications ou des diplômes où c'est marqué qu'il y a de la MTO, ou de la MTC ou de la MTJ.
Ça, on ne va pas vous le reprocher. C'est-à-dire, il va falloir transiger, c'est-à-dire, il va falloir qu'est-ce qu'au minimum je désire absolument garder et à quel risque et qu'est-ce que je supprime parce que le risque est trop important. Il y a un moment, vous allez devoir faire ce type de choix. Et donc, il va falloir que vous vous confrontiez à vos textes euh, en essayant de faire le vide de qu'est-ce que je ne peux pas ne pas garder et qu'est-ce que je peux éliminer parce que, bon, c'est vrai, c'est un peu trop dans la thérapeutique, quoi. Jean-Marc, c'est Sarah. Mhm. Est-ce que, à ton avis, si on cite des sources qui sont d'une part l'Union européenne, enfin le Parlement européen, et d'autre part le ministère de la Santé japonais, en le citant, hein, en le mettant entre guillemets, on est exposé parce que le shiatsu est reconnu comme une technique de santé depuis les années 50 au Japon. Et d'autre part, le Parlement européen estime que le shiatsu fait partie des techniques d'intérêt, enfin des thérapies complémentaires d'intérêt. Je ne sais plus exactement comment c'est formulé. Est-ce que si on le cite entre guillemets, qu'on source, on est exposé de la même manière à ton sens? Non, tu n'es pas exposé, mais la personne qui contrôle va te dire que le Japon, il n'en a rien à battre, que si on est en France et en Europe, et que ce qui est décidé au Japon, ça n'entre pas dans la législation et française et européenne. Donc, bon, c'est sûr qu'on ne va pas te le reprocher, mais en tout cas, tu auras du mal à t'appuyer dessus. Tu peux aussi citer un texte, si tu le cites et qu'il est sourcé, un texte européen, tu peux le mettre. On ne va pas te reprocher de citer un texte européen. Encore une fois, ce qu'on peut te reprocher, c'est que dans l'ensemble de ton texte serve à faire perdre une chance thérapeutique à un patient, client, qui viendrait te voir parce qu'il a été convaincu que toi, tu vas le guérir alors qu'il ne va pas consulter un médecin. C'est ça qu'il faut garder en tête. C'est la Donc c'est perte de... une analyse contextuelle et pas et même si on prend toutes les garanties de citation, on n'est pas à l'abri de cette interprétation. Exactement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il est clair qu'il n'y a pas de perte de chance, alors je ne sais pas où j'avais trouvé ça, j'essaye de retrouver ça. L'idée, c'est vraiment de la perte de chance. Nous avons constaté, et dans ce procès-verbal, il y avait marqué également, pratique commerciale trompeuse, utilisation d'allégations thérapeutiques trompeuses. Nous avons constaté que vous faisiez usage d'allégations thérapeutiques comme suit. Or, dans la mesure où vous n'êtes pas un professionnel de santé tel que défini par le Code de la santé publique, ces faits pourraient être qualifiés de pratiques commerciales réputées trompeuses. C'est-à-dire que l'idée, c'est la perte de chance et la tromperie pour récupérer, je m'excuse d'employer ce vocabulaire, hein, la tromperie pour récupérer un client qui devrait normalement aller dans une profession médicale. C'est Même si ça la... toi-même tu es professionnel de santé. Ah non, c'est pas pareil. D'accord. Donc si tu as un diplôme de médecine ou un diplôme d'infirmière ou un diplôme de sage-femme ou que sais-je, Alors, là, tu es moins exposé. tu es moins exposé, néanmoins, en termes de sage-femme ou en termes d'infirmier, il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire non plus. Je veux dire, c'est pas toi qui fais un diagnostic, théoriquement. Bon, sage-femme, ça se discute hein, sur un certain nombre d'actes. Ils sont Mais prescripteurs. voilà. Mais l'infirmier, il n'est pas censé faire de diagnostic non plus. C'est le médecin qui fait des diagnostics. Et l'acte prescrit par le médecin va être fait par l'infirmier. Mais c'est moins dangereux, mais ça ne veut pas dire... Ce qui va être jugé là, par contre, c'est par rapport à l'ordre. C'est-à-dire le contrôle va se faire à la fois par rapport à ce qui est proposé dans le texte, et puis le contrôleur va aller regarder ben, qu'est-ce qu'il y a dans les textes de l'ordre auquel appartient le professionnel de santé. Ouais, Donc ok. là, il va y avoir un double contrôle. Ouais, ça marche. Donc ça ne te met pas à l'abri
même si tu peux avoir plus d'arguments pour dire il n'y a pas de perte de chance, puisque moi, je sais évaluer aussi quand ce n'est pas de mon ressort. C'est moins une perte de chance que pour quelqu'un qui n'est pas dans une profession de santé, et ça sera évalué en termes de qu'est-ce que tu proposes par rapport à ton métier principal. C'est moins, il y a plus de, tu vas être plus protégé, mais pas jusqu'à n'importe quel point. C'est ça que je veux dire. Ouais, Tu peux pas écrire n'importe quoi. Ouais, c'est une Mais espèce de présomption qui permet à l'interlocuteur en face de changer un petit peu son prisme d'analyse, mais ça ne te garantit en rien d'être exonéré tu de. as un premier bouclier qui va te Ouais. protéger alors que quelqu'un qui n'est pas dans une profession médicale de santé ne l'a pas. Mais ça ne t'exonère pas que même si tu Oui, bien es sûr. infirmière ou sage-femme, il y a un certain nombre de choses que tu n'as pas le droit de faire. Hein. Oui, bien sûr. Donc, Ok, merci beaucoup. OK. À Et quand la justement, reconnaissance du shiatsu? C'est ça l'idée de l'Union, puis c'est pour ça qu'on aimerait qu'il y ait plus d'études scientifiques sur lesquelles on puisse s'appuyer. C'est pour ça que ce qui est aussi intéressant, c'est de récolter les études qui sont faites, même dans d'autres langues, de les récolter pour ramener du grain à moudre, pour justement montrer que il commence à voilà, enfin, c'est tout ça l'objectif, hein, et puis l'objectif c'est aussi d'avoir à l'Union des professions de santé qui parrainent, qui témoignent, etc. Donc, mais pour l'instant, on n'a pas assez de tout ça. Donc le but c'est de vous protéger au maximum vous, pour qu'on ait le temps d'accumuler des choses, d'avancer, etc. Mais vous savez, hein, dans les autres pays, c'est pas forcément plus facile. Il y a des pays où c'est plus facile. Parce que, par exemple, si on va en Italie, la profession de praticien shiatsu, les fédérations et les unions se sont unies réellement et elles ont réussi à faire voter au Parlement italien la profession de praticien de shiatsu avec un descriptif commun de qu'est-ce qui est fait, etc. Donc, oui, il y a des pays où c'est plus avancé, puis il y a des pays où c'est moins avancé. Ouais. Voilà. Mais Et j'ai une autre oui, question. Dans les échanges d'avis, quand on sollicite des avis et que dans les avis, il y a oui, je suis venu vous voir pour un problème de lombalgie, c'est pareil en réalité. Et c'est publié. oui et non. Ça veut dire que c'est pas toi qui l'as écrit, d'accord. Mm. Mais si le contrôleur voit cet avis, il va aller vérifier dans ton texte que tu n'as pas mis que tu travaillais sur les lombalgies. Ah oui. Et si moi je lui réponds oui, oui, c'est super, j'ai travaillé sur la lombalgie, là, Là, tu t'exposes. d'accord, ok. Purée. D'accord. Oui, Ok. je sais, c'est Bon, coercitif ben, ce que je ça, vous moi, dis, ouais, voilà, j'ai écrit ça, mais mais d'accord. Soit il faut jouer, soit il faut arrêter de travailler, quoi. faut trouver un moyen d'attirer vos patients clients d'une manière qui n'est pas forcément uniquement tournée vers l'idée que vous utilisez un vocabulaire et une manière de faire qui est celui du monde de la médecine occidentale. Il faut arriver à... Voilà. Et après, il y a une prise de risque. Encore une fois, vous pouvez décider en votre âme et conscience que oui, vous travaillez telle ou telle chose et que pour vous, c'est important que ça soit dans ce texte-là. Et puis voilà, vous ne pouvez pas non plus jouer à Faust et vendre votre âme. Mais c'est vous qui le décidez, il faut que vous le fassiez en Faut connaissance de l'assumer, quoi. cause. Faut Vous l'assumer, la, faut vous dire, la- je mets sur mon site, je peux soulager, par exemple, accompagner les fibromalgies, parce que tu sais que voilà, t'as foi en ça, et parce tu que l'assumes. et tu Oui, l'assumes et parce qu'après, il veut prendre une amende, c'est ça? le jour où tu te fais contrôler, on le reproche, on va te dire, soit vous supprimez et ça s'arrête, soit vous supprimez pas, et puis là, tu vas dans une escalade possible, parce que c'est à toi
Enfin, c'est toi qui vas avoir la charge de la preuve que ton travail soulage les fibromyalgies. Hmm. Donc, ça va être compliqué. Non, mais Mais après, on supprime si on se fait contrôler. voilà, c'est ça. Mais il y a différents types de caractères. Il y a des gens qui ne supportent pas de prendre un risque D'accord. et qui voudront avoir un texte non attaquable. Et puis, il y a d'autres personnes qui se disent, probablement avec raison, hein, c'est chacun son truc, bah, je laisse et puis on verra bien quand je me ferai contrôler. Tu vois, je veux dire, chacun sa manière de voir. Moi, mon rôle ici, c'est juste attirer votre attention sur un certain nombre de choses, puis après, vous êtes Merci. décisionnaire. Hein, d'accord? On va limiter quand même aussi. Donc, on va s'arrêter aujourd'hui parce qu'il est 20 heures. La prochaine fois, donc le 10 avril, on parlera encore un petit peu plus de texte quand même, parce que je pense que d'ici là, venez avec quelques textes, puis on verra comment on peut les arranger. On fera ça pendant une petite demi-heure. Puis ensuite, dans l'heure qui suit, on va dépioter les conditions générales de vente. Et puis, ça prendra le temps qu'il faudra, même si on dépasse sur l'heure suivante. Et puis, ainsi de suite. Ça vous va? Super. Ouais, très bien. Très bien. Donc, Jean-Marc, moi j'avais juste une dernière question, ouais, si je peux me permettre, une tu question peux. rapide. Quand tu as dit qu'avant contrôle, on était averti, Oui. combien de temps ils nous disent c'est demain, En général, c'est aujourd'hui ou c'est c'est... 8 ou 15 jours. D'accord. Mais imagine Ok. bien que le contrôle, il a déjà… Enfin, on te dit que tu vas Il a être au déjà, ouais. contrôle, mais ils ont déjà allé voir ton site internet parce qu'ils savent que sinon, tu vas le changer, hein. Enfin, Hmm. tu vas changer des choses. Donc, bon, après, c'est un aller-retour. D'abord, tu reçois une lettre que tu vas être contrôlé. Ensuite, tu reçois une pré-injonction qui te dit, voilà ce qu'on a constaté. Vous avez 15 jours, 8 jours. Vous avez 8 jours à la notification de ce courrier pour transmettre vos observations écrites, si vous avez des observations orales, ou si vous avez besoin de vous faire conseiller par un avocat ou un mandataire. En fait, tu as 8 jours pour écrire que tu changes tes mentions et tout ça, tu leur dis. Et en général, on t'envoie un procès-verbal de constatation. Voilà, précis. On vous dit, un D'accord. contrôle a été effectué telle date, telle heure sur votre site Internet. Ce contrôle a donné lieu à la constatation de plusieurs manquements et infractions à la réglementation en vigueur. Et puis, on te donne quoi et les articles de loi. À partir de là, Donc, alors moi, mon conseil, c'est tu reçois ça, alors évidemment, tu fais une mini crise cardiaque. Mais non, 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 faut pas faire ça. Enfin, c'est fait pour faire peur, hein. C'est fait pour que vous soyez rapide et que vous changiez vos trucs. Donc, vous laissez pas, si ça vous arrive, vous laissez pas emmener par le stress. Vous répondez vous faites vos modifications puisqu'on vous dit ce qu'il faut modifier. Vous les faites, puis vous répondez par recommandé que tel jour, vous avez procédé aux modifications consultables, puis voilà, hein. C'est pas, voilà. Par contre, faut faire. Parce que oui, après, par il y a contre, il n'y a aucun... aucun quoi. Pardon. Aucun quoi. Non, non, je disais, il n'y a aucun risque que si on parle de lombalgie ou autre, on se fasse taper dessus directement. Il y a quand même cette phase de vous rectifier. Ah oui, 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 oui. On te Ouais. commence par dire vous rectifiez, c'est sûr. Par contre, si tu rectifies pas, tu vas un cran au-dessus, puis là, tu rentres Oui. dans… Il y a des micro-entrepreneurs, pas dans notre métier, mais dans médecine complémentaire, qui se retrouvent avec 300 000 euros d'amende parce qu'ils n'ont jamais rien fait. Et que donc, ça a escaladé. Ouais, donc, attention quand Ouais, même, d'accord. quoi. Oui. Faut réagir. En fait, la lettre, elle est faite pour que tu réagisses. Donc, non, non, ça passe par ça. On te demande, on te conteste et on te dit, il faut que vous fassiez les modifications et puis c'est tout, quoi, hein. On te dit, à l'issue de la phase contradictoire, un nouveau courrier vous sera adressé. C'est-à-dire que
Tu leur écris, tu leur dis, ben voilà, les modifications ont été faites, et ils te répondent en te disant, nous avons bien noté que les modifications ont été faites, et point barre, quoi. Enfin, D'accord, merci. voilà, donc ne rêvez pas de ça la nuit, hein, mais voilà. Donc là, aujourd'hui, on a fait les mentions légales, en tout cas, en dehors de ce qu'on a fait. Vous avez toutes les mentions légales. Je vais vérifier pour les fiches Google Pro, là. Et puis pour le compte à 10 000 euros, le compte pro nécessaire au-dessus de 10 000 euros, bien sûr. Et je reviendrai vers vous la prochaine fois. Merci. Ok. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Jean-Marc. Et puis c'est en Pareil. replay, je pense que voilà, ça va D'accord. être comme d'habitude. Parfait. Merci Je beaucoup. vous souhaite Merci. la bonne soirée et je vous dis au 10 avril. Ça marche. bientôt. Bonne Au revoir. soirée, au revoir. Bonsoir tout le Ciao, monde. ciao, salut. Salut, merci.